Madame, Messieurs, bonsoir. En vedette ce lundi, petites et moyennes entreprises, le label Cameroun vaut de l'or. Un fonds de 50 millions de francs CFA lancé ce jour à Yaoundé par l'agence de promotion des PME. Principale mission, financer les initiatives des jeunes visant la promotion du Made in Cameroun. Vous entendrez le ministre des PME, de l'économie sociale et de l'artisanat, Achille Basilikine III, dès l'ouverture du 20h30. Dans la rubrique « Ce qui fait débat », coronavirus, la palabre des morts. Choc des civilisations sur l'enterrement sommaire des victimes. Familles et proches revendiquent plus de dignité dans le traitement des sépultures. Paroles d'anthropologues et d'avocats, mais aussi de médecins sur ces enterrements qui font jaser dans ce journal. Monatélé, la flamme et la fumée. Incendie grave à l'hôtel de ville du chef-lieu du département de la Léquier. Le drame survenu hier dimanche a réduit en cendres la salle des actes du nouvel édifice. Sont estimés à 80 millions de francs CFA et une enquête est ouverte. Le film de l'horreur dans cette édition. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, un geste barrière et un message avant le journal. En détail, tout de suite. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Commençons par cette nouveauté dans le monde de l'entreprise au Cameroun. Une ligne de financement d'un montant de 50 millions de francs CFA est ouverte au bénéfice des startups et PME spécialisées dans le Made in Cameroun. Ce financement porte le nom de Protofonds. Il a été lancé ce jour par l'agence de promotion des PME. Cyril Kingembepe. Cette année 2020, il y aura 20 entreprises pour servir comme unité pilote à ce fonds. En 2021, l'on en prendra une centaine. Nantir les jeunes porteurs de projets de ces échantillons-là qui sont absolument indispensables dans leur quête de recherche de financement, mais surtout dans leur quête de convaincre les autres acteurs de ce que nous sommes là en présence de biens et produits et services innovants qui vont ainsi répondre aux besoins du marché. Le projet compte se pérenniser au bout des 3 années avec le concours des partenaires financiers portés sur l'innovation. Le financement au départ est un financement sur fonds de l'État. En 2021, nous espérons qu'avec les résultats probants atteints dans le cadre de cette phase dite de rodage, nous aurons des partenaires au développement, certaines grandes entreprises, les collectivités territoriales décentralisées. Jusqu'au 15 juillet courant, les jeunes porteurs de projets vont faire acte de candidature pour la séduction des marchés financiers. Remettre l'innovation au cœur de la production des produits manufacturés et à l'accompagnement à la transformation locale d'un certain nombre de nos produits, parce que justement, à l'issue de cette dynamique d'innovation, on verra comment est-ce que certains produits locaux peuvent être mieux produits. Une fois encore, l'innovation occupe une place de choix pour la valorisation de la créativité camerounaise. Et pour être tout à fait pratique, allons voir de près 2 projets innovants portés par des jeunes. L'un propose une solution de paiement électronique via un portefeuille digital, Yadou Pay, et l'autre offre des enseignements en ligne grâce à l'application Easy Learning. Comment tout cela fonctionne-t-il? Question à Barbara Padjama. Kevin fonce vers ses rêves, mais ce n'est pas la porte à côté. Depuis 1 an, avec ses camarades, il fait des enjambées pour se faire une place sur le marché de l'emploi. Dans son sac, 2 projets innovants conçus avec 4 autres jeunes start-upers comme lui, les All Shadows Technologies. Nous avons 2 projets et cette plateforme a été conçue spécialement pour permettre aux parents d'avoir un suivi sur leurs enfants. Et il y aura des notifications qui seront envoyées. Par exemple, les heures de début et de fin de certains examens et aussi pour connaître exactement le programme scolaire. Le deuxième projet qui sera soumis, ce sera le projet de Brin. Brin qui est un bracelet intelligent pour le suivi des cycles mensuels chez la femme.
En effet, nous sommes rendus compte que les femmes ont soit des problèmes de conception, soit des problèmes dus à la production des différentes phases cycles mensuels. Easy Learning cible la grande communauté estudiantine et le bracelet intelligent règle le planning familial. Pour le premier, le devis est déjà formulé pour se lancer. Nous demandons 10 millions pour être accompagnés dans le projet de Easy Learning. Ces 10 millions de francs CFA de financement serviront à l'allocation d'équipements et aussi le côté hébergement. Il va aussi falloir intervenir sur le côté marketing, ce qui est vraiment très important pour la communication, pour que les gens puissent avoir connaissance du projet. Et aussi les paiements de salaire qui vont intervenir. D'autres jeunes entrepreneurs sont aussi en quête du Saint Graal. Ceux-ci ont de quoi payer cash. Le projet Yadopé mise sur une cagnotte plus conséquente. 300 millions de francs CFA, des liquidités pour payer la circulation des pièces de monnaie. Face au problème de monnaie que nous observons sur toute l'étendue du territoire, c'est l'usager camerounais, c'est le citoyen, ce sont les commerçants qui se trouvent impactés. Et rarifier le contact physique. Face aux propositions, le gouvernement est tout tué. Nous sommes toujours en quête pour pouvoir finaliser cela. On n'a pas encore eu de réponse actuellement. Des gadgets ou des applications, les jeunes en ont plein la tête pour projeter l'avenir. Et avant de continuer, des textes du président de la République parvenus à notre rédaction et signés ce jour même, je vous en donne lecture intégrale tout de suite. D'abord, ce décret portant nomination des membres du Conseil supérieur de la magistrature. Le président de la République décrète sont à compter de la date de signature du présent décret nommé pour un mandat de 5 ans, membres du Conseil supérieur de la magistrature. Membres titulaires, personnalités désignées par l'Assemblée nationale, messieurs Ali Mamouda, Essomba Bengono, Angelbert Alain, Madame Sopo Touté Marlise. Personnalités désignées par la Cour suprême, Mesdames Mokulu Kunegonde Christine, épouse Ngoti, Fofon Naboun, épouse Waka, Monsieur Manga Mukuri Isaac. Personnalité désignée par la présidence de par le président de la République, M. Ekono Na Albert, membre suppléant, personnalité désignée par l'Assemblée nationale, M. Abbé Michael Ndra, Mesdames Goni Mariam, Ngo Issi Roland Adel. Personnalité désignée par la Cour suprême, Madame Ntiamdo, épouse Menge Mezomo, Messieurs Ndjoumbe, Ernest Ndjoumbe, Oumarou Abou. Personnalité désignée par le président de la République, Monsieur Amadou Ali. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Et c'est signé du président de la République, Paul Biya. Cet autre décret portant nomination cette fois du secrétaire du Conseil supérieur de la magistrature. Le président de la République décrète M. Minko Abel, matricule 151 77 9, magistrat hors hiérarchie, premier groupe, est à compter de la date de signature du présent décret nommé secrétaire du Conseil supérieur de la magistrature. Article 2, le ministre d'État, le ministre de la Justice, garde des Sceaux et le ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera enregistré puis publié au journal officiel en français et en anglais, signé du président de la République, Paul Biya. À présent, cet arrêté portant nomination des responsables à l'infirmerie du palais présidentiel, le président de la République arrête sont à compter de la date de signature du présent arrêté nommé au poste ci-après à l'infirmerie du palais présidentiel, médecin-chef, chef de bataillon, Monobene Patrick, médecin-chef adjoint, capitaine Fissou Gilbert. Les intéressés auront droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense et le ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera enregistré puis publié au journal officiel en français et en anglais. C'est signé du président de la République, Paul Biya. Et pour terminer, ce télégramme officiel du chef de l'État adressé à son Excellence Théodoro Obiangema Mbazogo, président de la République de Guinée équatoriale à Malabo.
Monsieur le Président et chers frères, écrit Paul Biya, j'ai appris la triste nouvelle du décès de Monsieur Juan Carlos Owono Ella Mangue, votre compatriote survenu en Espagne. Premier président de la Cour des comptes, M. Owono Ella Mangue était un magistrat reconnu et respecté. Après une brillante carrière dans son pays, il mit ses compétences et son expérience au service de la Cour des comptes communautaire. Il aura beaucoup contribué à la performance et à la crédibilité de cette institution d'intégration sous-régionale. Je vous adresse ainsi qu'à sa famille, au personnel de la Cour des comptes de la CEMAC et à la nation équato-guinéenne endeuillée, mes sincères condoléances. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances renouvelées de ma très haute considération, signé Paul Biya. Dans la suite du journal, voici à présent notre dossier consacré au coronavirus avec pour commencer une question qui fâche. Comment enterrer dignement nos morts sans risque sanitaire pour les vivants? Ces derniers mois de pandémie ont souvent donné lieu, comme vous le savez, à des conflits ouverts entre les familles soucieuses de donner des égards aux morts et le personnel médical tenu par un protocole jugé expéditif. Tribunal sur la dernière vie des morts victimes du coronavirus, c'est ce qui fait débat ce soir dans ce reportage de Martine Noël-Dengue. L'inhumation expéditive choque. La pandémie à coronavirus dicte les rites funèbres. Pourtant, les familles veulent enterrer leurs morts selon les usages des sociétés africaines. Des voix s'élèvent dans les hôpitaux, des rixes éclatent quelquefois. Pire encore, certains corps sont déterrés par des proches. La façon dont les corps du coronavirus sont pris en charge, c'est comme une double mort. La mort du corps physique qu'on est en train de vouloir inhumer, et en plus le fait qu'on ne puisse pas l'inhumer en toute dignité et surtout dans le respect des us et coutumes. L'Organisation mondiale de la santé est pourtant claire, les inhumations doivent respecter les exigences nationales et locales. Dans une sortie, le 22 mai dernier, le Conseil scientifique des urgences de santé publique est sans équivoque. Aujourd'hui, les familles ont 48 heures pour organiser les obsèques et la famille peut toujours voir le corps, mais en respectant les principes qui vont éviter de propager la maladie dans la communauté. Donc, le corps peut être enterré dans la ville où la personne est décédée. Si il y a une propriété familiale où on peut l'enterrer dans cette ville-là, il sera enterré là. Ou dans le cas contraire, la mairie va s'en occuper. Le législateur camerounais, lui aussi, encadre l'enterrement en toute dignité des personnes décédées, avec tout de même des dérogations en pareilles circonstances. L'article 274 est clair dessus. Il pose un principe du respect de la dignité humaine. Mais en dérogation de ce principe, il soumet les conditions de santé publique qui peuvent déroger aux conditions habituelles. Comme pour le cas du Covid-19, bien entendu. En Afrique, c'est connu, les morts ne sont pas morts. Le coronavirus remet au goût du jour cette croyance qui refuse aux personnes qui nous quittent une fin brutale. Intéressons-nous aux vivants avec ce constat, l'explosion de la demande en test de dépistage du coronavirus. Dans la seule ville de Yaoundé, rendez-vous compte, on est passé de 300 à 600 personnes dépistées par jour depuis la semaine dernière. Les Camerounais ont visiblement pris conscience de l'avantage qu'il y a à connaître son statut par ces temps de Covid-19. Joël Igor Abanda. La ruée vers les tests de dépistage de la Covid-19 est perceptible depuis la décentralisation des sites par le ministère de la Santé publique. C'est le cas sur ce site du Palais des Sports de Yaoundé. Ce lundi matin aux environs de 10 h, toutes les tentes réservées aux candidats au testing de la Covid-19 sont quasi pleines. Le parking aussi. Depuis 8 h, le site du Papouzi enregistre plus de 450 personnes venues se faire dépister. Nous pouvons constater que l'affluence augmente au jour le jour. Parce qu'il y avait d'abord un problème d'information. Plusieurs personnes n'étaient pas informées. Maintenant, l'information a souvent circulé. L'implication de la population pour limiter la propagation du virus dans cette cité capitale
peut se ressentir ici à travers le nombre de personnes qui viennent se faire tester. Les responsables du site veulent enregistrer 600 personnes ce jour, mais le flux de dépistage risque d'aller au-delà, vu les personnes qui continuent d'arriver. Donc ça dépend de l'affluence des équipes, de la disponibilité du matériel. Les candidats au test de dépistage de la Covid-19 s'enregistrent ici dans tous les secteurs d'activité et couches sociales. Je me suis dit, il serait intéressant de venir savoir quelle est ma situation personnelle. Je voulais aussi que ma famille, pour qu'elle puisse aussi se faire tester. Par contre, au site de dépistage de la Comtel situé au quartier Mbaladeux, l'affluence a quelque peu baissé ce lundi matin, comparé à la semaine dernière. Et pour les responsables du site, cela serait dû aux emplois du temps des populations qui gênent en majorité les entreprises situées dans les environs du site de dépistage. Mais le constat est là, les Camerounais sont de plus en plus soucieux de savoir leur statut afin de renforcer les mesures barrières pour mieux lutter contre la propagation du coronavirus à Yaoundé. Destination Douala qui prépare la reprise des vols internationaux. Une réunion de sécurité tenue ce lundi par les acteurs de la plateforme aéroportuaire de la capitale économique. Ils ont évalué à cette occasion le dispositif de l'aéroport international de Douala pour limiter les cas de contamination au coronavirus. Rufin Katiam. Le visa d'entrée au Cameroun ne sera pas accordé au Covid-19. Même s'il emploie la voie illégale, à l'observation des mesures barrières en voie d'être implémentées au niveau de l'aéroport international de Douala. À travers le système de gestion de l'incident dans cette plateforme portuaire ne lui concède aucun centimètre d'espace. Pour les autorités, il est question de refouler cet ennemi hors de nos frontières. Et c'est pour évaluer l'ensemble du dispositif mis en place avant la réouverture programmée du ciel camerounais aux aéronefs que le préfet du Vouri, Benjamin Boutou, a tenu avec l'ensemble des acteurs de la place aéroportuaire cette réunion de sécurité. J'ai observé que tout est fin prêt. Les distanciations sociales seront observées, le port obligatoire du masque, lavage de mains, la désinfection même des espaces publics au niveau de l'aéroport international. J'entends ici les salles d'embarquement, les salles d'enregistrement et même au niveau de la douane, dans les parkings. Les mesures ont été prises pour que nous puissions assurer la protection de nos populations. Rassuré du fait que le circuit du passager ne constitue pas un moyen de contamination du personnel et des populations, Benjamin Boutou, en sa qualité de gestionnaire de l'incident à l'aéroport international de Douala, a recommandé zéro tolérance. La santé des populations en dépend. Il y a 2 semaines exactement que le Cameroun a renoué avec les campus scolaires et universitaires. Les contraintes liées à la pandémie à coronavirus ont bousculé toutes les prévisions. Parmi les conséquences, la révision du calendrier des examens officiels. Les nouvelles dates dans ce bloc-notes présenté par Elvire Ninangali. Dans le prolongement du strict respect des règles sanitaires prescrites par le gouvernement et l'OMS contre la pandémie à coronavirus, les patrons des différents ministères en charge de l'éducation viennent de publier les calendriers marquant le déroulement des examens officiels de la session 2020. Les écoliers du primaire de classe 6 pour le Common Entrance composeront le mardi 30 juin. Les épreuves écrites du certificat d'études primaires et le First School Living Certificate auront lieu du mardi 21 au mercredi 22 juillet 2020. Les élèves du secondaire de l'enseignement général composeront le baccalauréat du 21 au 24 juillet, le DCI du 6 au 25 août, le BPC du 28 au 31 juillet et le probatoire général du 3 au 7 août 2020. L'enseignement technique, quant à lui, affrontera les épreuves du brevet professionnel industriel et brevet d'études professionnelles industrielles du 27 au 31 juillet 2020. Les épreuves du baccalauréat et probatoire des techniques industrielles se feront du 20 au 24 juillet 2020. Celles du baccalauréat et du probatoire des sciences et techniques du tertiaire auront lieu du 3 au 8 août 2020. Au supérieur, l'examen des épreuves écrites du brevet des techniciens supérieurs auront lieu du 20 au 25 juillet 2020. Un calendrier officiel des examens qui, selon les ministres en charge de l'éducation, devrait se dérouler dans un climat serein et dans le respect scrupuleux des mesures barrières contre la maladie à coronavirus. D'ores et déjà, bonne chance à tous les candidats. Juste un clic et nous sommes à l'École nationale supérieure des postes, des télécommunications et technologies de l'information et de la communication, SUPTIC.
La ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom Lilikeng, est allée dans ce campus s'assurer du bon déroulement des enseignements et surtout du respect des mesures barrières. Les leçons à tirer de cette sortie de la ministre, Marly Zeno-Ambarga-Oumo. La première leçon à tirer, c'est qu'il n'y a pas eu arrêt d'enseignement à l'École nationale supérieure des postes substiques depuis le début de la crise sanitaire. D'après le directeur de cette institution, plus de 785 cours en ligne ont été dispensés à travers la plateforme numérique mise sur pied. La voie ainsi empruntée s'est avérée favorable à la poursuite de l'année académique. La visite de Mme Libom Lilinken ce lundi, 2 semaines après la reprise des cours dans cette institution, a donc permis de faire une rapide évaluation de ce nouvel outil pédagogique qu'est l'enseignement à distance, évaluation de son fonctionnement et des correctifs à apporter. J'ai exprimé mon entière satisfaction au top management de cet établissement ainsi que mes encouragements. J'ai par ailleurs, et dans la même veine, saisi l'occasion de cette visite de travail pour annoncer la mise à disposition de Subtic d'une plateforme collaborative et de télétravail offerte par MTN Cameroun. Il s'agit de densifier le dispositif existant et d'accroître l'offre des facilités nécessaires à cette période de Covid-19 lourde de diverses contraintes. En somme, la pandémie à coronavirus n'est nullement un frein à la vie académique à l'École nationale supérieure des postes substiques, mais un catalyseur porté d'innovation. L'illustration de la parfaite maîtrise de l'enseignement à distance, c'est la programmation des examens dans quelques semaines. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. À 20h50, jetons un coup d'œil sur les indicateurs de l'évolution de la pandémie à coronavirus au Cameroun. 276 nouveaux cas positifs ont été confirmés ces dernières 24 heures. Suite à ces nouvelles infections, le Cameroun a franchi, figurez-vous, la barre des 10 000 cas ce lundi. Au centre des opérations des urgences de santé publique ici même à Yaoundé, retrouvons Évariste Eyenga et son invité. Bonsoir Évariste, vous êtes en direct du 20h30. Bonsoir, Romuald, c'est confirmé. Il y a eu également de nouveaux cas de guérison. Il y a eu un décès enregistré ce jour. Ce soir, nous allons revisiter la cartographie des points de dépistage, les sites de dépistage. L'expertise sera celle du docteur Abba Aristide Stéphane. Il est médecin et chef de la section opération dans la réponse. Bonsoir, docteur. Bonsoir Évariste. Depuis la mise en œuvre de la stratégie des 3T et les dépistages de masse, il y a une reconfiguration des sites de dépistage. Quels sont ceux qui sont fonctionnels en ce moment? Écoutez Évariste, les instructions du chef de département sont claires. Il nous a instruit de dupliquer et d'augmenter notre capacité, notre permanence diagnostique. Il a été demandé de mettre en place un site de dépistage dans chaque district de santé du Cameroun et de mettre des sites spécialisés pour certaines catégories de personnes, c'est-à-dire peut-être les forces de l'ordre et de défense, le personnel de santé et autres. Donc nous passons à une capacité d'environ 200 sites diagnostiques sur toute l'étendue du territoire. Et à ce jour, on a déjà dans la ville de Yaoundé 13 qui sont fonctionnels, 2 dans la région de l'Est et quelques-uns dans la région du littoral qui vont commencer dans la semaine. Ce qu'il faut également dire, c'est que nos bases de données sont en pleine révision puisque nous sommes dans la stratégie tracking, testing and treat. Donc très souvent vous pourrez voir des choses qui s'améliorent, des différences qui veulent seulement dire que nous sommes en train de travailler, nous sommes sur le terrain. Il y a des réajustements. Dites, quel est le mécanisme de dépistage? Pour l'instant, nous avons remarqué qu'il y a eu une certaine prise de conscience dans la population. Aussi, le chef de département nous a instruit de faire en sorte que tous ceux qui ont besoin d'être dépistés
puissent avoir accès librement à ce test dans les sites de dépistage. Mais l'idéal pour nous, c'est toutes les personnes qui ont été en contact avec des cas confirmés ou qui sont symptomatiques, elles doivent venir se présenter au niveau de ces sites de dépistage pour leur prise en charge. Il faut dire merci, docteur. Il faut indiquer également, Romuald, que le personnel médical également effectue ces tests de dépistage et depuis le début de la réponse à cette pandémie, 200 personnels de santé ont été testés positifs. À vous le plateau. Merci Évariste et bonne soirée à vous-même et à votre invité, le docteur Abba. Maintenant, parlons politique avec l'Assemblée nationale. Les élus de la 10e législature se sont retrouvés ce matin au Palais des Congrès de Yaoundé. Ils prenaient part à une séance plénière présidée par Kava Yegui Djibril, le titulaire du perchoir. Sur la table des projets de loi émanant du président de la République et jugés recevables par la conférence des présidents. Des précisions avec Clarisse Tang. Kava Yegui Djibril, la conférence des présidents, dont tous les membres étaient présents, s'est prononcée favorablement sur la recevabilité de 4 projets de loi reçus de l'exécutif conformément aux dispositions des articles 24 et 38 du règlement intérieur de la Chambre. Les 10 textes ont été des suites présentés aux élus au cours d'une séance plénière présidée par le chef de Chambre. Il s'agit du projet de loi régissant l'activité statistique au Cameroun qui ambitionne de réformer la législation actuelle encadrant les statistiques et qui date de 1991. Le projet de loi fixe en même temps les principes de base pour la production des données statistiques officielles et en impose la préservation. Et ce n'est pas tout. Ce texte sera examiné par la Commission des affaires économiques et sera défendu par le ministre de l'économie. Les 3 autres textes sont examinés par la Commission des affaires étrangères et défendus par les ministres du commerce, des forêts et de la faune et de la promotion de la femme et de la famille, assistés chacun par le ministre des Relations extérieures. Il s'agit du projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le protocole pour l'élimination du commerce illicite des produits du tabac, de celui autorisant le chef de l'État à procéder à l'adhésion du Cameroun à l'accord sur la conservation des gorilles et de leur habitat, et enfin, le dernier, à ratifier le statut de l'Organisation pour le développement de la femme dans les États membres de l'OCI, l'Organisation de la conférence islamique. Par ailleurs, suite à la démission des 3 députés titulaires, le 4e bureau de vérification est chargé de l'examen des dossiers de leurs suppléants. Les activités économiques ont repris dans la ville de Ndop, c'est dans le département du Ngoketundia, région du Nord-Ouest. À l'issue d'une rencontre avec le préfet de Séan, les commerçants se sont engagés à ne plus suivre les mots d'ordre imposés par les séparatistes. Les boutiques scellées ont par conséquent rouvert et les amendes ont été annulées. Les détails dans ce reportage d'Emmanuel Koulouko de CRTV Nord-Ouest. Le 18 et le 20 mai, suivant un mot d'ordre de Ghost Town imposé par les séparatistes, en dépit d'un arrêté municipal qui demandait l'ouverture des marchés. Après une dizaine de jours, les contrevenants sont revenus à de bons sentiments et s'engagent devant le maire à ne plus fermer boutique. Nous sommes contents parce qu'ils sont en train de revenir à la raison. Les hommes et les femmes d'affaires de Ndop ont pris l'engagement devant M. le maire de ne plus pratiquer ni observer lockdown. Pour féliciter le retour au comportement citoyen des occupants du marché, toutes les amendes liées à cette situation ont été annulées. Toutes les pénalités qu'on leur avait imposées au non-respect de l'arrêté municipal suspendant les Ghost Town ont été acquittées dans sa totalité. Le préfet rassure les populations quant à leur déplacement. Il indique qu'on peut désormais quitter Bamenda pour la ville de Ndop sans danger grâce à l'action des forces de sécurité et de défense qui patrouillent dans la zone jour et nuit. Une visite d'inspection du site de la Cellucam s'est effectuée en fin de semaine dernière à Idéa. C'est dans la Sanaga maritime, région du littoral. La société camerounaise d'industrie et d'exploitation du bois compte y implanter une industrie spécialisée dans la production de la pâte à fabriquer du papier d'ici 2027. Coût de l'investissement, 50 milliards de francs CFA. Monique Félicité Chouen.
Nous sommes dans le canton Malimba, à Edea. C'est à 7 km de la route principale. La nature a repris possession de ces lieux, 37 hectares exploités par la Cellucam, la toute première usine de fabrication de la pâte à papier en Afrique. L'entreprise cellulose du Cameroun n'a pas survécu aux pannes et incendies. Elle a fait faillite après 6 ans de fonctionnement. Plus de 30 ans d'abandon consommé et voici la CIB, Société camerounaise d'industrie et d'exploitation du bois, venu prospecter ce 29 mai 2020 avec un projet ambitieux dans les poches. La première phase qui va de 2020 à 2022 qui concerne la série industrielle. La deuxième phase concerne la mise en place de la centrale à biomasse. Ça va aller de 2022 à 2027. Et la troisième phase concerne la réactivation de l'unité de pâte à papier. Simon Emandé est un ancien cadre de la Cellucam. Il rêve voir ce lieu revivre pour le bien des populations, le développement de la cité Lumière et du Cameroun. C'est plusieurs fois que j'ai assisté à des pareilles visites pour la reprise des activités dans ce site. Je serais très content quand je l'ai revu sur place, les travaux terminés. Ce projet d'exploitation du bois et de fabrication de la pâte à papier va coûter 50 milliards de francs CFA à la CIB avec l'expertise chinoise. Les vestiges de la Cellucam ne seront pas touchés. La Société camerounaise d'industrie et d'exploitation du bois a ciblé un site dans cette enceinte où sera implantée son usine. La situation peut vous donner un coup de sang. Les poches de sang se font rares et sèment la désolation en milieu hospitalier où la quête est pourtant permanente. Les donneurs sont portés disparus et les rares volontaires qui sacrifient au rituel sont loin de satisfaire la demande sans cesse croissante. Les malades ne savent plus où donner de la tête. La quête permanente du sang dans les hôpitaux, c'est une enquête signée Irène Zanafouda. Il y a péril en la demeure. La banque de sang de plusieurs hôpitaux souffre d'une anémie sévère au plus fort de la crise sanitaire. Depuis l'arrivée de la pandémie liée au coronavirus, le nombre de donneurs a drastiquement chuté. Ça s'explique par le fait que les gens ont peur de venir à l'hôpital faire un don de sang. Rares sont ceux qui, comme ces donneurs bénévoles, acceptent de saigner pour injecter du sang neuf dans la banque de sang. Il y en a pour qui la tradition ne permet pas de le faire. Il y en a qui ont une idée figée de ce que c'est que le don de sang. Le prélèvement par voie intraveineuse d'une poche de 250 ou 450 millilitres de sang en guise de sacrifice reste bénéfique pour les transfusions sanguines. Mais pour la sortie du stock limité, il faut remplir certaines conditions, créant une onde de choc. On ne tient pas compte en fait de la santé du patient qui vient. Par rapport au sang, je pense qu'il faudrait avoir 2 donneurs pour qu'on puisse vous donner du sang. La forte demande de sang, parfois sans suite favorable, est récurrente en milieu hospitalier. Or, la banque de sang doit son fonctionnement aux donneurs qui ne sont pas logés dans la même enseigne. Lorsqu'on a des urgences, nous avons des procédures mises sur place ici à l'hôpital afin de permettre à ce que les urgences soient levées. Maintenant, pour les malades dont l'urgence n'est pas vitale, on leur demande de pouvoir trouver des donneurs dans la famille. Et c'est ce qui peut souvent poser problème. Le don de sang est loin d'être ancré dans nos mœurs. Mais les bénévoles qui veulent perdre du sang pour une bonne cause sont toujours les bienvenus pour remplir les poches de sang jalousement conservées. Et leur cri de détresse retentit toujours lorsque le pronostic vital d'un malade est engagé. Nous pouvons lancer des SOS sur les réseaux sociaux où nous demandons aux gens de venir donner leur sang en urgence. Ou alors nous sollicitons les membres de l'association ou les donneurs que nous avons déjà dans notre base de données pour qu'ils viennent donner leur sang de manière urgente. Somme toute, les membres des associations bénévoles qui s'investissent dans la promotion du don de sang militent pour que la banque de sang baigne dans une mare de sang afin de soigner son anémie ainsi que celle des malades.
Je vous le disais en titre, un incendie s'est déclaré hier dimanche dans le nouvel hôtel de ville de Monatélé. C'est dans la Léquié, région du centre. Les flammes ont réduit en cendres la salle des actes. Le maire Prosper Parfait Mbassi Bessala estime à près de 80 millions de francs CFA le montant des équipements de bureaux partis en fumée. Le préfet de la Léquié, Patrick Simo Kamsou, a immédiatement instruit une enquête. Elvis Nguimaison, de retour de Monatélé. Carreaux du sol réduits en miettes, toiture entièrement détruite par les flammes. Voilà le visage de la salle des actes du nouvel hôtel de ville de Monatélé, ravagé par un incendie qui s'est déclaré le dimanche 14 juin à mi-journée. Les vitres du côté façade de la mairie, ça s'explosait. Maintenant, je me suis tenu un peu plus loin que qu'est-ce qui se passe encore. Je vois la fumée qui sort du milieu du bâtiment. Quand je vois la fumée, je suis surpris. Grâce à la population, les flammes ont été maîtrisées et le bâtiment principal épargné. Il n'y a pas que le bâtiment qui a été consumé. Il y a le matériel qui était stocké, qui est complètement parti. Ce matériel était constitué de chaises de bureau, fauteuils, tables, imprimantes, photocopieurs, ordinateurs, classeurs de rangement, onduleurs, moquettes et plein d'autres choses qui sont parties comme ça en fumée pour une valeur estimée à 80 millions à peu près. Informé, le ministre Benoît Donsoumet, élite du département de la Léquié, est descendu sur le lieu du sinistre. Je suis venu dire à mon frère, monsieur le maire, qu'il n'est pas seul. Notre niveau d'élite, dès qu'il aura géré cette situation et qu'il aura conçu ce qu'il pense pouvoir faire, il sait qu'il peut trouver à nos côtés tout le soutien nécessaire. Le préfet de la Léquié, Patrick Simou Kamsu, a instruit une enquête. Il y a quand même des situations suspectes. Lorsqu'on sait que le bâtiment n'était pas connecté à l'énergie électrique, lorsqu'on sait que des ouvriers de la société adjudicatrice étaient encore sur le chantier, il y a quand même de se poser des questions. L'incendie survient au moment où une équipe du FECOM était attendue à Monatélé pour une dernière évaluation avant la réception définitive de l'hôtel de ville. Le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative réorganise son mode de service pour satisfaire des usagers toujours plus nombreux, et ceci malgré la crise sanitaire. Les syndicats étaient au cœur d'une rencontre tenue ce lundi et présidée par le ministre Joseph Lé. Il leur a présenté les nouvelles réformes qui placent le digital au cœur du service. Le compte rendu de Catherine Toulouelanga. Depuis le début de la crise sanitaire au Covid-19, le ministère de la fonction publique a amorcé une succession de réformes. Plus concrètement, la dématérialisation des procédures, le mode de délivrance des services a littéralement été modifié par des moyens numériques. Cependant, les premières mesures au mois de mars, notamment la suspension des services de guichet et la fermeture de la maison des usagers, avaient déjà fait l'objet d'une communication. Le ministre de la fonction publique est venu expliquer à bâton rompu ces nouvelles orientations aux syndicats. Ces réformes méritent d'être encouragées. Vous avez la digitalisation, notamment au niveau du retrait des actes de carrière. Vous savez que désormais, les usagers peuvent remplir une fiche numérique, la renvoyer aux adresses WhatsApp et mail pour obtenir leurs actes de carrière. Les sous-préfets peuvent maintenant signer les attestations et présentations de l'original du diplôme. Vous avez le fait que l'on peut maintenant postuler et envoyer son dossier de candidature à un concours en ligne. Un exercice très bien connu de ces syndicats qui ont mis sur la table leurs préoccupations. Les principales préoccupations de ce jour sont relatives notamment aux lenteurs observées dans le traitement des dossiers d'intégration, des dossiers de reclassement, les dossiers d'immatriculation des usagers, des agents publics et bien entendu le lancement des prochaines vagues d'intégration des instituteurs. Nous avons également eu entre autres les problèmes des professeurs contractuels. Un nouveau système qui permet déjà de diminuer de moitié le temps de traitement des dossiers en ligne. Dans les prochains jours, l'initiative à résultat rapide sera lancée.
L'Ordre des médecins lutte contre le coronavirus dans la région de l'extrême nord. Représenté par le docteur Amadou Nassourou, l'institution a mis récemment à la disposition des personnes nécessiteuses de Dargala un important stock de matériel de protection contre la pandémie. Le compte rendu de Job Nganadako de CRTV, Extrême Nord. La bataille s'apparente à une véritable chasse aux sorcières. À Dargala, le Covid-19 est l'ennemi public numéro 1 et les élites entendent maintenir leur population loin des ravages du coronavirus. Le dispositif préventif activé par le président de la République à travers son don spécial vient d'être renforcé à Dargala par le docteur Amadou Nassourou qui a mis à la disposition des populations vulnérables de cet arrondissement des kits de lavage de mains, des cartons de savon et des masques. Pour le donateur, les populations vulnérables de Dargala ont besoin de l'assistance en cette période difficile. Et vu maintenant la progression de cette maladie qui est trop grave et qui est déjà arrivée chez nous, il faut vraiment qu'on augmente la protection de la population de Dargala et de les sensibiliser davantage pour se protéger. Le sous-préfet de l'arrondissement de Dargala, François-Roger Baba, a saisi cette occasion pour appeler les autres élites de cette localité à se manifester afin que Dargala devienne un modèle dans la riposte contre le coronavirus au Cameroun. Et toujours dans cette lancée, la fondation George Weah se déploie en milieu rural. L'équipe conduite par Stéphane Ndezoum, président de la dite fondation, était hier dimanche à Mvamievol, village situé à une dizaine de kilomètres des boulevards, pour une campagne de sensibilisation de proximité. À l'occasion, des kits de protection et des bidons avec robinet ont été remis aux populations. Reportage Anissé Sister-Essiane de CRTV Sud. L'exercice était fastidieux, mais nécessaire pour la lutte contre la pandémie du siècle. De maison à maison, Stéphane Ndezoum a parcouru le village à Mvamievo, dire aux populations combien le coronavirus est dangereux. Lorsqu'une menace est planétaire, lorsqu'une menace est nationale, il nous revient à nous de la société civile de sensibiliser les populations. Nous pensons que l'habitant de Mekin, celui de Mvele, celui même de Meyomesala, a besoin de connaître qu'il y a une menace qui peut raser tout un village en une fraction de seconde. Des mots adaptés au contexte sanitaire actuel, mais aussi du matériel de protection et hygiénique. Dans ce village de près de 500 âmes. Créée en 2016, la fondation George Weah se positionne de plus en plus au Cameroun comme étant le bras séculier de l'État. Cette campagne de sensibilisation programmée pour couvrir une grande partie des villages de la région du Sud est une preuve s'il en était encore besoin. Retour dans le nord-ouest pour parler de lutte contre la pauvreté. Les populations de la commune de Bamenda 1 se sont approvisionnées en denrées alimentaires de première nécessité ce lundi. Une opération initiée par le maire de la ville de Bamenda, Paul Achobon, et dont l'objectif est de soulager les souffrances des populations en ces temps de crise sanitaire. Valentin Kouadou de CRTV Nord-Ouest. Marché de Bamenda 1 ce lundi, les populations sont venues en masse faire leurs emplettes à moitié prix. Un sac de riz qui coûte 12 000 francs, quand on vient ici, on achète ça à 5 000 francs. Ça aide la famille, ça fait une bonne économie pour la maison. Je suis très content parce que ça va m'aider à gagner l'argent pour acheter d'autres choses. Le même sentiment est partagé par l'autorité municipale car cette opération vient redonner vie au marché de Bamenda 1. Ce marché, je crois que ça fait plus de 15 ans que ça n'existait pas, ça ne marchait pas. Et je dois d'abord dire merci à le maire de la ville pour venir faire ça dans mon marché ici. Ça montre aux populations que la mairie est tous derrière eux. Cette activité est une routine. On avait programmé cette activité à Bamenda 2, ça veut dire au marché central. Bon, on a décidé aussi aujourd'hui de faire face à la population de Bamenda 1. Tout le monde nous a accueillis et tout le monde aura quelque chose pour aller à la maison. L'opération de ce lundi au marché de Bamenda 1 s'est déroulée dans le strict respect de la distanciation physique. Madame,
Dans la suite du journal, le sourire d'un homme, Sa Majesté Bernard Baïha. Il vient de se voir offrir un véhicule Prado VX et la rondelette somme de 21 millions de francs CFA. La récompense de l'entreprise Global Investment Trading, spécialisée dans la crypto-monnaie. Elle prime ainsi le dynamisme de ce chef traditionnel qui aura fait rayonner sa marque et ses services. La cérémonie s'est déroulée ici même à Yaoundé, comme nous le raconte Marie-Madeleine Inouga de TV Centre. En quelques mois seulement, les étoiles se sont alignées en faveur du chef du village Mbin dans l'Oignon et Kélé. Sa Majesté Bernard Baïha, lui qui, il y a quelque temps encore, n'était qu'au premier niveau, a réussi l'exploit en 18 mois seulement d'atteindre les cimes de la plateforme, les Yep Limal. Il en est d'ailleurs le tout premier coach. Il faut avoir confiance en soi-même. Ensuite, il faut bien étudier un système quand vous y entrez. J'ai été démarché par d'autres types de marketing de réseau. Je n'y suis pas allé parce que je ne comprenais pas très bien ce qu'ils faisaient. Mais le trading en bourse, je sais comment acheter des actions en bourse, les revendre en dégageant une petite marge. Traduction de l'Yep Limal en langue bassa, la pauvreté est finie. Et pour paraphraser un artiste gospel, ne cherchez plus Sa Majesté du côté de la dèche. Le produit phare de la structure Global Investment Trading a changé le cours de sa vie. Quand je suis entré dans l'Yep Limal, j'avais bien prévenu le CEO de ce que il faudrait que ça se concrétise. Mon objectif en entrant dans l'Yep Limal, c'était de décrocher le grade le plus élevé et de décrocher ce véhicule. Le PDG de Global Investment Trading, à travers la galaxie l'Yep Limal, entend donner une opportunité à tous ceux qui, comme lui hier, sont englués dans la pauvreté. Je suis né d'une famille très pauvre et lorsque j'ai eu beaucoup d'argent dans les crypto-monnaies, j'ai estimé que ça veut dire que la pauvreté est finie. Et j'ai estimé que s'il fallait créer un produit qui va faire le tour du monde, il faudrait que je crée un produit qui va porter un nom qui fera également la promotion de la culture africaine et camerounaise, mais bassa en particulier. D'où l'Yep Limal. Si quelqu'un veut souscrire, qu'il entre simplement dans notre plateforme www.lyeplimal.net. Avec un taux d'intérêt défiant toute concurrence de 10 à 54%, la plateforme l'Yep Limal de GIT reste le meilleur endroit où investir son argent. Telles sont donc les nouvelles en ce début de semaine. Retrouvez après ce journal Inside the Presidency. Achounyenti reçoit Taniti Koubaï, directeur général de la National School of Local Administration. La décentralisation, comme vous pouvez l'imaginer, est au cœur des échanges. Un grand moment d'antenne que je vous recommande particulièrement sur votre chaîne, la CRTV. La télévision, c'est ici. Bonsoir. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.